Alors, bonjour à tous. Bienvenue là, ce webinaire Manageduc. Il en reste encore, je crois, un ou deux avant des vacances bien méritées, ce qui va faire du bien à tout le monde. Je vous rappelle, hein, la thématique, c'était comment capitaliser sur les nouvelles formes d'organisation du travail et en quoi le confinement va changer un petit peu les choses. Sont avec nous normalement, alors Monsieur Lubart, qui était dans la pièce de préparation il y a encore 2-3 minutes et qui doit avoir des problèmes de connexion. Donc, j'essaierai si je le vois arriver, de me permettre de re-rentrer. Ça y est, il re-rentre. Alors, voilà, il est presque re-rentré à 100%. Et voilà. À la fois, il essaye de se reconnecter. Ça fait partie des aléas des webinaires et des aléas de ce qu'on a vécu pendant le confinement. C'est bien. On retrouve ces aléas. Et je vais donner la parole à Madame Frédérique Alexandre Bailly, donc pour qu'elle se présente en quelques mots, un petit peu. Et on dit à chaque fois de savoir un peu d'où vous venez pour parler aujourd'hui sur ce thème. D'où je parle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédérique Alexandre Bailly, je suis actuellement directrice générale de l'ONICEP. J'étais anciennement rectrice de l'Académie de Dijon et avant ça, professeure de management à ESCP Europe. Et donc, j'interviens pas mal à l'IH2EF sur la formation des personnels de direction et des inspecteurs. Et je vais parler de plusieurs places, en tant que spécialiste de management, mais aussi en tant que responsable de l'ONICEP et donc ayant vécu cette période aussi de pilotage à distance, en essayant d'avoir une réflexion à la fois pour les personnels de l'ONICEP, mais aussi pour mettre à disposition des équipes enseignantes et des cadres, des outils de pilotage de l'orientation à distance, parce que c'était aussi une des questions qui s'est posée à nous pendant cette période-là. Merci beaucoup, Monsieur Lubart. Donc, même question. D'où parlez-vous, quelque part? Oui, bonjour. Je suis professeur de psychologie à l'Université de Paris et je travaille dans le secteur de la psychologie appliquée. Mon thème spécifique, c'est créativité et innovation et comment favoriser la créativité. Alors, je crains qu'on ait perdu Monsieur Lubart, qui donc effectivement appartient au laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée, qui travaille avec un certain nombre donc de laboratoires liés en particulier à l'université Paris Descartes. On reviendra, j'espère qu'il va nous rejoindre, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, Monsieur Lubart, on vous avait perdu. Bon, peut-être en espérant que Monsieur Lubart va arriver à nous rejoindre. Madame Alexandre Bailly, moi, on en discute un tout petit peu tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a une question majeure qui se pose là aujourd'hui autour du bien-être. Le sentiment, alors excusez-moi, je ne me suis pas présenté, Pascal Gilles, proviseur d'un lycée en région parisienne qui va du CAP à la classe préparatoire. Donc après quelques années de collège éclair et de lycée professionnel dans le monde du bâtiment, un peu ce sentiment que nos équipes, ou j'allais dire les équipes auxquelles on appartient, sont fatiguées fortement. Parfois même avec un sentiment un peu de décalage par le ressenti des élèves, des parents qui ont parfois le sentiment que on n'a pas obligatoirement fait grand-chose pendant ces périodes, et dans le même temps des équipes quand même qui se sentent très fatiguées, à la fois psychologiquement mais aussi, je dirais, physiquement. Je crois que la période a été très dense et qu'on a certainement touché au bien-être là, que la notion d'engagement dans le service public d'éducation, voire même dans le service d'éducation au sens large, parce que je rappelle que des fois, il y a un certain nombre de collègues qui sont dans d'autres pays ou voilà, dans le secteur privé de l'éducation, très clairement. Donc,
va pas se limiter, mais vraiment ce sentiment, voilà, d'une période exceptionnelle et que derrière cette période exceptionnelle, il y a eu quelque part une rupture, une vacance parfois de ce qu'on pouvait proposer, c'est-à-dire une interruption, mais dans le même temps un engagement très très fort qui a remis en cause le bien-être entre autres des équipes et des différents métiers qui existent autour de l'éducation. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a autre chose à dire, mais il me semble que un des éléments très particuliers de cette période, et qui va faire que ça va être un travail nécessaire, mais extrêmement complexe de tirer des enseignements pour la suite, c'est qu'on a assisté à un changement de décor. Et le changement de décor, c'est travailler à la maison, c'est s'adresser à ces élèves qui sont à la maison. Et donc, on quitte l'unité de lieu qui est l'établissement, qui représente une habitude, une sécurité, une façon aussi de séparer les temps privés et les temps professionnels, pour arriver à un moment d'émotion énorme à l'échelle du pays, d'incertitude gigantesque et de floutage complet des frontières entre le privé et le professionnel. Et ce floutage, c'est le fait de travailler chez soi, souvent d'avoir mobilisé ses propres outils, d'avoir, je sais pas, on entendait des témoignages d'enseignants qui avaient passé des nuits à bricoler des choses, à se former, à se débrouiller pour pouvoir être au rendez-vous le lendemain matin vis-à-vis de leurs élèves. Dans un contexte dans lequel on se retrouve chez soi, seul, pas vraiment, parce qu'il y a eu des situations très très variées. Vous avez des gens qui se sont retrouvés à devoir partager leur espace avec les autres membres de la famille. Il y a des espaces qui étaient de taille très très différente et avec une possibilité d'être tranquille pour travailler ou pas. Mais en tout cas, séparé de ses collègues et avec une nécessité de rentrer en contact avec ses élèves et avec ses collègues par d'autres moyens que ce qu'on a d'habitude, ce qui vient brouiller le temps et l'espace. Donc la fatigue qu'on connaît aujourd'hui, elle est due à plein de choses. Elle est due à un choc post-traumatique. On a vécu une expérience où on était enfermé chez nous pendant 2 mois, sans avoir beaucoup d'informations. C'est un traumatisme. Donc quand on commence à déconfiner, on voit bien qu'on n'en sort pas indemne. Et souvent, quand on s'est battu très fortement pour pouvoir maintenir le lien avec les élèves pendant cette période-là, on a investi énormément et du coup, l'énergie retombe à un moment où on comprend bien que la demande de l'institution, c'est de continuer encore un petit peu, de tenir encore le coup là, pendant 2 semaines ou 3 semaines pour faire revenir tous les élèves, essayer de les faire parler, etc. Mais nous n'avons pas de modèle pour ça et nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de rebâtir cette frontière entre le personnel et le professionnel. Et lorsque vous êtes en contact avec les élèves chez eux, lorsque vous êtes en visio avec eux, lorsque vous êtes en visio avec les collègues, vous voyez chez eux, par exemple. On n'a pas tous des systèmes qui floutent comme sur Teams, vous pouvez flouter, mettre ce que vous voulez derrière. Parfois, vous voyez passer les animaux domestiques, les enfants, les conjoints. Il y a tout un mélange qui a remis en question les règles d'or du travail établies au 19e et au 20e siècle. Donc je crois qu'on est rentré de plein pied dans le 21e siècle avec cette crise. Donc la fatigue, elle n'est pas que due au surtravail, elle est aussi due à la retombée d'énergie après la crise. Oui, alors pour partir un peu de ce que j'entends dans l'établissement, mais avant je voulais rappeler que n'hésitez pas bien sûr à poser des questions, soit par le chat, soit dans Ask Questions, et on a guénolé notre voilà notre compère qui suit ça et qui nous fera remonter les questions. Donc n'hésitez pas, hein, l'idée c'est vraiment d'être dans cette logique-là. Je vous rappelle sur ces webinaires. Moi il me semble effectivement
de ce qu'on peut vivre dans les établissements, c'est à la fois qu'il faut reconnaître cette période comme étant exceptionnelle, et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors François Muller avait proposé une grille un peu d'analyse, et je me suis permis de la reprendre parce que je pense que les collègues ont envie d'avoir des espaces à la fois individuels et collectifs. Et collectifs, en ce moment, c'est un peu difficile de les créer. Et moi, j'entends aussi dans les inquiétudes ce sentiment d'avoir non pas failli à la tâche pour certains, mais d'avoir eu une réussite partielle, en plus avec un système qui, au moins au collège et au lycée, se détachait des notes, et donc, je dirais, en jouant sur les mots, l'évaluation de l'efficacité de son travail était rendue d'autant plus difficile, et qu'en revanche, on pouvait mesurer la connectivité, on pouvait mesurer limite les questions posées, et en plus, dernier point, quelque part, ce qui me semble avoir aussi un peu explosé, c'est cette méthode de face-à-face pédagogique, avec à la fois une certitude, c'est que ça ne fonctionnait pas, ou de manière très rare et avec des publics très précis, et qu'en revanche, les professeurs, et là, moi, je suis vraiment très impressionné par ce qui s'est passé, sur un temps limité, sur un temps qui était incertain en termes d'échéance, très clairement, on voyait bien, et peu lisible, essayer quand même de faire, certains se sont essayés à la classe inversée, certains se sont essayés au quiz, certains se sont essayés, enfin voilà, à des outils en plus, et avec des outils qu'ils ne maîtrisaient pas et qui n'étaient pas complètement stabilisés. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a ces éléments-là. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner, par exemple, sur cette question, comment, sur quoi s'appuyer? Parce que là aussi, moi, j'ai du mal à trouver des existants, sans parler de retour d'expérience, mais comment permettre à chacun et favoriser le fait que chacun puisse faire un peu un bilan sans arriver à un constat d'échec. J'ai un peu le sentiment que là, avec la pression qui retombe, il y a le sentiment d'avoir dépensé beaucoup d'énergie, je pense entre autres à la voie professionnelle, mais pas seulement, pour arriver parfois à mobiliser un tiers des élèves dont on sait que, en plus, ce sont ceux qui apprenaient, je dirais pas sans les professeurs, mais qui n'avaient pas le plus besoin des professeurs. Alors, il me semble qu'une des solutions, c'est probablement de revenir au collectif. C'est-à-dire que je crois qu'une des difficultés pour les chefs d'établissement, ça a été que pendant cette période-là, comme on ne voit pas et qu'on ne réunit pas forcément les collègues, on n'a pas forcément pu redonner une parole collective dans l'établissement. Et on a des collègues qui ont été très seuls dans leur combat. D'autres, il faut le dire, qui ont baissé les bras aussi. Hein. Il y en a quelques-uns qui étaient tétanisés par la crise. Et effectivement, il peut y avoir un espèce de sentiment d'échec pour certains qui se disent j'ai essayé de mouiller la cheville, j'ai essayé de rattraper les élèves, j'ai téléphoné, j'ai essayé vraiment de leur envoyer des trucs, et en fait, il y en a très très peu. Alors, il me semble que là, la piste, c'est vraiment une piste de débriefing collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut à nouveau se réunir et de façon de plus en plus libre, avec moins de distance, etc. Il y a probablement une écoute à mettre en place, un partage, et probablement du projet à reconstruire sur qu'est-ce qu'on a appris de ça, et sur la capacité que peuvent avoir les uns et les autres à dire leur déception, et à dire j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, et derrière, du côté du chef d'établissement et des inspecteurs, la possibilité de souligner au contraire ce qui a bien marché. Et si vous avez aidé un tiers des élèves, mais c'est déjà formidable. C'est déjà formidable. Ces jeunes, vous leur avez apporté la possibilité de continuer à avancer dans leur formation alors qu'ils ne pouvaient pas venir au lycée. Et le fait que vous ayez essayé d'atteindre les autres, c'était aussi leur envoyer un message qu'ils comptaient, et que peut-être que là, s'ils reviennent maintenant au lycée, hein, je pense vraiment au lycée pro, puisque c'est vraiment ce qu'on essaye de rattraper maintenant, puisque tous les autres ils sont tous obligés de venir, hein, les collégiens. Peut-être que ça n'aura pas été complètement inutile si celui qui revient que maintenant sait que le prof a essayé de l'appeler, qu'il a essayé de l'aider, et si le prof lui dit qu'il lui en veut pas, et qu'il n'est pas coupable, et que l'élève aussi a vécu des choses difficiles, et que peut-être qu'il n'avait pas les moyens de se connecter, ou peut-être tout simplement qu'il n'avait pas la force de le faire. Et donc il y a un moment de remettre de la parole et du lien collectivement,
pour que les gens, au lieu de voir le verre à moitié vide, voient le verre à moitié plein. Alors oui, ils sont fatigués. Il ne faut pas se cacher que c'est épuisant de travailler à distance. D'abord parce qu'on n'a pas d'horaire et qu'on ne s'arrête pas, mais aussi parce que, mine de rien, à part les conditions techniques qui font que ça sollicite les yeux, les oreilles, et qu'on ne prend pas beaucoup de pauses et qu'on ne bouge pas beaucoup, que physiquement c'est pas très bon, on est aussi fatigué parce qu'on est dans une attention permanente à l'individu. Et je crois que dans les enseignements peut-être à tirer, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à tisser comme relation individuelle avec les parents, avec les élèves, qu'est-ce qui a changé chez les élèves dans la vision qu'ils avaient de leurs profs, et du coup, qu'est-ce qu'on va garder de ça quand on va revenir dans le collectif? Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'avoir plus personnalisé la relation? Je crois que il faut pouvoir mettre des mots derrière ça, et il faut être capable aussi, même si on est très fatigué, d'accueillir des paroles qui parfois sont aussi des larmes. Hein. Voilà, j'ai vu des larmes plusieurs fois, de gens qui sont tellement épuisés qu'ils n'ont plus les mots et qu'ils ont besoin d'exprimer leurs émotions en pleurant. Et ça fait un certain effet des larmes en public, hein, de la part de collègues qui, d'habitude, savent garder leur distance. On a aboli les distances. Et quelque part, le fait de rentrer dans l'intimité à travers la caméra, c'est quelque chose qui peut être réutilisé après pour se dire qu'on peut rétablir un collectif de travail qui respecte mieux la personnalité de chacun des individus et qui est plus soudé. Alors oui, je vois l'intervention là de Cyril Roger qui dit que oui, il faut faire ça, mais que les congés sont dans une semaine. Bah oui, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est un peu la limite de tous les projets qu'on voit en ce moment, d'essayer de recréer des choses, etc. On n'a pas beaucoup de temps, mais je pense que ne serait-ce qu'une réunion où on peut partager, échanger, faire un repas de fin d'année, même dehors si on a peur de le faire à l'intérieur, où on peut se poser, se dire un peu ce qu'on a vécu et se dire au revoir et à la rentrée. Rien que ça prend pas tellement de temps. C'est intéressant de le faire avec les élèves, mais c'est surtout intéressant de le faire en équipe. Et je pense qu'en plus, on voit bien, on peut pas imaginer que les vacances vont refermer ce qui s'est passé très concrètement, hein, c'est même toute la réflexion d'aujourd'hui, et que clairement avoir posé des jalons de ce qui va permettre de à la fois partir en vacances comme vous l'avez dit, réassurer sur le fait que certainement des choses vont évoluer, mais que dans le même temps on va retrouver certainement ne serait-ce qu'un peu un collectif dans l'établissement. Moi, je suis surpris dans un établissement où il y a une partie professionnelle, ça fait revenir le général. C'est-à-dire que concrètement, à partir du moment où on était ouvert, il y a plein de professeurs, plein d'élèves. Alors là encore, hein, le tiers est quasi un invariant, sauf pour les classes préparatoires ou des post-bac, mais sur le reste, le tiers de manière étonnante, on a le tiers qui suit, le tiers qui a été un peu connecté, le tiers très peu connecté en réalité, en vraie difficulté de connexion. Enfin, à chaque fois, moi, je suis à peu près sur ces chiffres-là. Mais concrètement, on voit bien cette possibilité aussi de permettre de revenir dans l'établissement, comme vous le disiez, et de se réapproprier, le lieu de. Je pense que ça fait partie des éléments. Moi, j'ai vraiment senti pour un certain nombre de professeurs cette question-là, et de respecter là encore le rythme. C'est-à-dire que d'habitude, on est sur un rythme qui est souvent le même, autour d'un emploi du temps plus ou moins 15-18 heures. Avec des collectifs très posés. Alors, j'ai la chance d'avoir un internat, donc au niveau des horaires d'ouverture, c'est un peu moins marqué, mais on voit un certain nombre d'établissements, on a l'impression que si les cours sont finis à 17h30, à 18h, il n'y a plus personne. Enfin, c'est très étonnant un établissement scolaire pour ça. Et dans le même temps, on voit bien qu'il y a besoin de retrouver un peu ces éléments-là et qu'il y a un certain nombre de rythmes qui ont été cassés. Alors, Monsieur Lubart, je ne sais pas si vous avez réussi à nous rejoindre. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Parfait. Là. Alors, on était en train d'évoquer avec Madame Alexandre Bailly toute cette question, et j'avais presque envie de vous donner la parole sur. On se disait qu'il y avait besoin de se retrouver, peut-être besoin de se retrouver collectivement, de se rassurer sur le fait qu'il y a eu un certain nombre de réussites et que il faut pas se concentrer sur les échecs, que chacun avait bien aussi la possibilité de faire des choses à des degrés différents, et que là aussi il faut qu'on l'admette et que voilà, à l'impossible bien sûr nul n'est tenu, et Madame Alexandre Bailly nous disait même il faut presque
quelque part ne pas hésiter à créer des moments de retrouvailles, même si on sait que ça peut créer des moments de larmes. C'est toujours voilà des moments difficiles et dont on pourrait les craindre, nous en tant qu'un peu pilote d'établissement, mais qui a peut-être besoin voilà de retrouver un peu ces moments collectifs qui permettent à l'émotion de s'exprimer avant que la rationalité peut-être puisse revenir. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. C'est l'occasion, parce que ce qu'on vient de vivre, c'est une sorte de crash test du système mis à l'épreuve dans une manière à fonctionner qui n'était pas prévue. Donc, que tout le monde se retrouve ou en petit groupe, que des gens se retrouvent pour échanger, pour retrouver le collectif, c'est important. Mais c'est aussi l'occasion de faire une sorte de débrief parce qu'on va pouvoir constater à la fois ce qui a marché bien, ce qui a un petit peu marché, mais on peut modifier un peu et ça peut marcher, et ce qui n'a pas du tout marché, et c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire, on peut apprendre de nos échecs pour montrer aux gens, aux élèves, aux collègues que, en fait, on a tenté, parfois ça a complètement crashé, et c'est quand même une information. Donc, l'échec n'est pas l'ennemi. C'est en fait, c'est une étape vers une prochaine réussite. Et c'est important comme message que des profs et des élèves peuvent échanger sur les bons moments pendant le confinement, les mauvais moments, les difficultés, les facilités. Mais en plus, chaque prof, moi, j'ai donné des cours pendant le confinement à l'université et j'ai vécu d'être dans un amphi, entre guillemets, devant 500 personnes en silence. On ne voit pas. C'est assez bizarre comme cours. Et certainement, des étudiants ont des vécus de ce genre de cours en disant est-ce que c'était quand même utile d'avoir un cours comme ça? J'ai ma fille au lycée, elle a des profs qui sont mis en suractivité Zoom et d'autres qui sont jamais sortis sauf pour des exercices envoyés aux élèves à faire à la maison, beaucoup d'exercices à faire à la maison. Donc, on a une grande diversité, il faut en profiter. Oui, tout à fait. Puis on revient à cette phrase de Nelson Mandela, je n'échoue pas, j'apprends, et je crois que c'est quelque chose qui va nous guider. On sait bien qu'en plus, le statut de l'erreur, que ce soit l'erreur des élèves ou l'erreur des adultes dans notre maison, voilà, c'est toujours quelque chose de compliqué et à travailler. J'avais envie de vous interroger un peu l'un et l'autre à partir de ce que notait Julien sur le fait qu'il y a quelque chose qui a été très particulier et lors d'un CVL, les élèves me l'avaient évoqué, d'un conseil de la vie lycéenne, pardon, c'est-à-dire un moment à distance où on avait réuni nos élèves élus et ils nous avaient dit là, ce qui est difficile pour nous, c'est que c'est pas du tout la même crise que les attentats où en région parisienne ils sont retrouvés parfois j'ai même vu des élèves rester dans leur établissement près de Saint-Denis parce qu'on ne pouvait pas sortir, enfin des moments qui pouvaient être très prenants, mais là le sentiment à la fois d'une menace invisible d'une part, et d'autre part que eux-mêmes, voilà, ils pouvaient être porteurs via les professeurs, porteurs de maladies entre les professeurs, et c'était l'autre comme une menace, l'autre qui n'est pas perçu comme un acteur, je dirais de la réussite, mais comme quelqu'un qui pouvait nous rendre malades. Et je pense que c'est aussi un élément qui a marqué cette période. Je sais pas qui veut réagir sur cette question-là. Moi, je le vois bien, je constate des gens dans l'hyperprotection et d'autres, au contraire, revendiquant une liberté, disant même, mais moi, à la limite, je choisis ma vie, je choisis ma liberté, et si je préfère venir et voir des élèves et être malade, par exemple, que travailler de loin et avoir le sentiment d'être inefficace. Qu'en pensez-vous? Je voudrais rebondir aussi sur ce que dit Karine Mallet sur le fait que c'est très personnel et qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas partager et qui du coup ne veulent pas participer à un rétex. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on a pu voir au fur et à mesure,
c'est des évolutions, des anticipations des acteurs au jour le jour, quasiment. Et donc, les mêmes personnes ont pu vraiment considérer leurs voisins comme des menaces. Hein. Vous savez ce qu'on a vu là, des gens qui dénonçaient des infirmières et qui voulaient qu'elles s'en aillent parce qu'ils avaient peur d'attraper le virus. Donc on a vu des comportements complètement antisociaux de gens effectivement qui prenaient tout le monde, les autres comme des menaces, et en particulier les adolescents, il faut le dire. C'est-à-dire que tant qu'on ne savait pas que les jeunes n'étaient pas très contagieux, ou voire ne l'attrapaient pas, la réaction des adultes, et il y a eu une ségrégation des âges, hein, à un moment qui a été un peu calmée après, mais vis-à-vis des personnes les plus âgées, la réaction des adultes a souvent été de dire les jeunes nous mettent en danger, ils ne veulent pas mettre de masque, ils s'en fichent, ils se promènent dans la rue. À partir du déconfinement, on a vu des ados très très proches dans la rue et ça choquait tout le monde au début, maintenant ça ne choque plus personne. Et donc, il y a eu des comportements de défiance très très forte vis-à-vis des autres. Et je pense que ça, c'est très intéressant d'en parler. C'est-à-dire que, là vous parliez du CBL, je pense que dans un débriefing avec les ados, d'avoir une discussion dans laquelle on les amène, alors là on est dans le geste pédagogique, on n'est pas dans le texte entre équipes, hein, mais peut-être que réfléchir ensemble entre adultes à comment on va discuter avec les élèves de ce qu'on a ressenti à certains moments, des peurs qu'on a eues les uns et les autres, et comment on va les amener, eux, à parler de comment ils ont vécu ça. Peut-être que ça peut aussi débloquer les adultes. La chose qui est très singulière, c'est que on a eu des réactions très, très, très variées. Et donc, quand on veut recréer le collectif, il faut essayer d'inclure le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas réagi de la même façon. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui, hein, parce que je vois évidemment les adjoints au collège qui sont chargés de faire les emplois du temps et qui ont une grosse pression. Il y en a deux là qui nous disent mais on doit faire les emplois du temps, mais comment on va faire? On ne sait pas où on va. On est dans l'incertitude, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a pris dans la figure le fait qu'on était dans un monde incertain. On le savait théoriquement, hein, l'incertitude, la complexité, etc. Mais là, on ne sait pas ce que va être la société au mois de septembre. Donc, est-ce qu'on peut faire des emplois du temps? Est-ce que le conseil scientifique va autoriser? Est-ce qu'ils ont vraiment raison? Qui dit la vérité, etc. La difficulté qu'on a eue, ça a été aussi la foi dans la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Le conseil scientifique, pourquoi il y en a deux? Et pourquoi il y a un professeur qui dit le contraire? Et est-ce qu'on peut vraiment faire confiance? Et qu'est-ce qu'on risque? Et la crise des masques, ça a été quand même une grosse problématique, quoi, hein. Et donc, tout ça, ça peut se mettre en mots. Et donc, pour les emplois du temps, je crois qu'il n'y a que la solution des scénarios à utiliser. Il faut avoir un scénario de septembre et comme maintenant. Et donc, on applique le protocole sanitaire de maintenant. Et puis un scénario de septembre, c'est l'automne, on se referme et on ne va pas mettre tout le monde en même temps en classe. Donc, qu'est-ce qu'on a à disposition pour faire à la fois de la distance, à la fois du 2S2C, et on a deux scénarios pour être prêt face à l'incertitude. Il y a quelque chose qui est une certitude en tout cas, c'est qu'il est évident qu'il va y avoir des moments ponctuels au moins de fermeture de certains établissements. On a vu ce que c'était que les clusters. Dès qu'il y a un cluster, on doit fermer. Donc ça signifie qu'il faut qu'on soit prêt à réagir et à mettre en place un autre système de scolarisation. On peut guère dire plus que ça sur la question de comment on prépare la rentrée de façon sereine. La seule façon d'être serein, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et de ne pas dire, moi je crois très fermement que ça va être comme ça, ou je crois que ça va être comme ça. C'est je suis prêt dans les deux cas. Et dans les deux cas, ça ne se passe pas de la même façon. Donc ça, c'est sur la partie, comment on se prépare à l'incertitude, c'est en ayant des scénarios. Maintenant, sur est-ce qu'on peut amener les gens à partager quand ils ne veulent pas partager? Moi, je crois que non. Je crois que non. Je crois qu'une des grandes limites qu'on a rencontrées là, c'est qu'il y a eu des réactions différentes de la part des uns et des autres. Et qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne sont pas prêts. Mais c'est exactement la même question que n'importe quel pilotage d'établissement. On ne peut pas avoir 100% des profs derrière nous.
ils peuvent pas tous être d'accord, ils peuvent pas tous suivre. Et donc là, il faut travailler sur ceux qui sont prêts à échanger, et puis les autres viendront ou ne viendront pas. Et je pense effectivement respecter aussi, comme on l'a dit là, le fait que suivant le vécu de chacun, on a quand même, ne serait-ce que par des effets générationnels, un certain nombre de collègues, et c'est compliqué là aussi, je trouve, de devoir l'exprimer, ne serait-ce qu'aussi vis-à-vis de la direction qui était avec des personnes plus âgées, très clairement. Moi, j'ai même des situations où des personnes nous ont révélé l'âge de leur conjoint, enfin des choses qui normalement restent dans le domaine du privé si on était obligé de le garder. Moi, j'ai même été surpris parfois par le fait qu'on nous envoyait des informations dont on n'avait pas obligatoirement nous besoin en tant que chef d'établissement sur la nature de la justification. Hein, très clairement, on le voit bien. Même chose sur quand on a des enfants fragiles. Hein, l'un d'un seul coup, c'est devenu non pas de notoriété complètement publique, mais au moins de notoriété vis-à-vis des pilotes. Et je pense que là aussi, il faut qu'on respecte toujours ce positionnement de liberté dans ce qu'on peut nous dire et pas nous dire, et rester bien dans notre rôle et laisser le rythme de chacun. Je pense que là, on le voit bien, et il y a eu ce sentiment peu rassurant, parce que d'habitude, il y a une sorte de salle d'épreuve dont on sait bien qu'elle s'exprime parfois autour de controverses, mais de moins en moins d'ailleurs, et que c'est presque celui qui dit le plus fort à qui on dit oui, même si après chacun pense un peu différemment. Et là, d'un seul coup, on voit bien que même quand on faisait des temps collectifs, les choses s'exprimaient beaucoup plus, beaucoup plus de personnes prenaient la parole, c'est très clair. Ça crée peut-être des choses sur lesquelles il faudra qu'on rebondisse derrière, mais ça crée aussi ce sentiment que l'unité du collectif professeur était certainement beaucoup moins visible que ce qui peut être affiché parfois, surtout vis-à-vis de pilotes et de direction. Voilà. Moi, j'avais envie d'interroger un peu Monsieur Lubart peut-être sur ce rapport étonnant, moi il me semble, et que j'ai pas tout sur lequel je veux dire faute de temps peut-être ou de réflexion, ce rapport au protocole. Et on voit bien qu'on avait fait nous à un moment donné un webinaire avec des collègues danois qui nous disaient que les choses étaient allées beaucoup plus vite. En 3 jours, ils organisaient les choses, et que ce rapport au texte et au protocole était quelque chose de beaucoup moins marquant, et que le rapport, je dirais, là-dessus était très étonnant. Et là, vraiment, ce sentiment, moi, je vois sur nos réseaux voilà, on attendait le nouveau protocole, on l'a eu, il y a des choses en bleu, il n'est pas encore voté à 100%, enfin, il n'est pas encore affiné. Enfin, voilà, ce rapport à ce sorte de texte fondateur qui changeait régulièrement. Quel est votre regard un peu sur ces fameux protocoles? C'est, comment on va dire, en fait, le fait qu'il y a ces règles à suivre, c'est en quelque sorte rassurant. Sauf que on ne comprend pas toujours d'où viennent ces règles. Donc, ça a l'air un peu parfois de n'importe quoi. Il y a des règles, mais c'est un peu étrange, on ne comprend rien de ces règles. Et donc, les règles changent, on ne sait même pas pourquoi. Donc, c'est rassurant d'avoir des règles, mais si on ne comprend pas le sens, ça jette le doute sur tout le système. Et donc, je pense que la difficulté de ces règles, de protocoles qui changent, qui est plus strict, moins strict, ça donne l'occasion d'engager la pensée critique, à la fois des élèves et des enseignants. Si on a des règles, si on a des protocoles, pourquoi les respecter? C'est pas juste parce que c'était venu du circulaire du ministère que c'est comme ça, donc on est des exécutants. Donc l'école, c'est un lieu de réflexion. Et si ces règles, le protocole par exemple, peut être objet travaillé en pensée critique, c'est un autre regard qui peut être posé par des élèves et les enseignants. Tout à fait. Je pense que cette crise, d'une part, a révélé quand même une culture scientifique différente de chacun, et qu'on jugeait chacun avec notre culture scientifique, et on le voit bien. Et je vous rejoins. Mais la difficulté là autour des protocoles, il me semble aussi, c'est que ces protocoles, et ce qui était nouveau pour nous, c'est que à un moment donné, les protocoles, comme les foires aux questions, étaient accessibles pour tous sur le site ministériel.
et qu'à un moment donné, d'un seul coup, là je parle au rapport avec les familles en particulier, on voit bien que les enseignants, là aussi, étaient interrogés par rapport, et beaucoup plus que d'habitude, par les parents sur ce qu'on peut être en droit d'attendre d'eux-mêmes. Je pense par exemple en ce moment sur les entretiens individuels où moi il y a un certain nombre de familles qui me font remonter j'ai pas eu de proposition du professeur principal, j'ai pas eu de proposition de l'équipe, qu'en est-il? Et le fait qu'en plus on ait dû mettre en place des cellules de crise qui faisaient que la communication a été énormément recentrée à un moment donné vers les équipes de pilotage fait que les professeurs ont parfois le sentiment et je trouve que c'est pas si simple pour nous, que les familles nous utilisent pour faire valoir leurs droits quelque part, ce qui est quand même effectivement à un moment donné drôle et la démocratie, mais sans être passé au préalable par les professeurs eux-mêmes. Et on voit bien que là-dessus, moi je sens quelque chose qui est aussi à gérer et compliqué. Je sais pas qui veut réagir un peu sur cette question et du rapport aux familles, ces familles qui avaient accès quand elles savaient les lire, quand même, parce qu'il y a l'éducation prioritaire, les choses sont quand même à nuancer en grande partie, mais à l'information directement du ministère, voire directement du ministre qui communiquait même sur les médias et ces grands, j'allais dire ces grands rassemblements. On a eu quand même des taux de connexion à des déclarations du Premier ministre qui n'ont jamais été atteintes, je crois, auparavant, ou sauf dans des situations très, très dramatiques, malheureusement. Et ce sentiment que nous, on apprenait en même temps, il fallait être capable de répondre, et des professeurs qui parfois se retrouvaient un peu pris à partie parce que effectivement, dans chaque établissement, les choses n'ont pas été mises au même niveau. Et on le voit bien là, il y a quelques collègues certainement du premier degré que les écoles qui n'ont pas pu réouvrir complètement là, depuis 15 jours se trouvent un peu prises à partie par un certain nombre de parents qui disent mais on nous annonce et c'est pas possible. Je sais pas qui veut réagir sur ces questions-là. Oui, il me semble que il y a un défi pour la capacité à faire communauté localement. Les parents, pour le coup, ils ont été pris dans la crise, comme les élèves et comme les profs. Et donc, eux-mêmes, ils ont réagi de façon progressive. On a eu d'abord des parents qui ne voulaient surtout pas laisser leurs enfants sortir parce qu'ils avaient très peur. Et puis aujourd'hui, on a des parents qui veulent surtout que leurs enfants aillent à l'école tous les jours parce que ça suffit de les avoir à la maison. Je caricature, mais ça change d'une semaine à l'autre, la demande. Parce que la communication globale et l'information, y compris le fait d'avoir, c'est pas seulement les protocoles qu'on avait en direct, c'est aussi les critères qui font qu'on est en zone verte ou pas, les chiffres quotidiens qui soit montrent que ça progresse, soit qui montrent que ça régresse. Et puis les annonces perpétuelles partout, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, attention, le virus est là, il n'est pas parti, etc. Enfin, on est un peu dans du surréel. Et donc, on est en train d'apprendre à apprivoiser ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de floutage entre le privé et le professionnel, entre l'école et la maison. Moi, je prends ça comme un test. Le parent qui vient vers le chef d'établissement et lui dit « alors, j'ai pas eu ça que le ministre a promis ». C'est un test. C'est-à-dire que y a la question de refaire un collectif autour de l'élève. Et le collectif, soit on le constitue uniquement avec l'équipe éducative contre les familles, soit on accueille la parole du parent en disant venez discuter et puis comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble, aidez-nous. Après tout, vous avez été un acteur important pendant la période où l'enfant était à la maison. Vous avez vu quelle était l'importance de s'y connaître pour être prof, etc. Si on partageait. Et là, on retourne le truc, c'est-à-dire qu'on ne va pas opposer l'enseignant à sa hiérarchie ou la hiérarchie au ministre, mais on va faire corps autour d'une question qui est comment est-ce qu'on peut sauver des gamins qui éventuellement ont plus à perdre que les adultes dans cette crise. Et donc, je trouve que tout ça, ça interroge la façon dont on va pouvoir retravailler avec les familles et avec les élèves. C'est ce que je disais sur le fait qu'on est rentré dans l'intimité de chacun et dans son inscription dans différents lieux. Ça se travaille.
Non, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que moi j'ai vécu un moment un peu de félicité non volontaire au moment où, quand on fléchait un peu les lieux de circulation dans l'établissement, ayant présenté ça aux parents, ne serait-ce qu'élus, et puis même à des temps de rencontre avec les parents via Zoom. Alors c'est un peu compliqué quand même quand on est en éducation prioritaire et on voit bien les limites. Et quand vous parliez de, voilà, moi j'ai quelques anecdotes où voilà, on voit bien que c'était pas simple pour un certain nombre de parents, même si ils ont fait les choses. Je m'interroge toujours sur le regard de leurs enfants quand les parents ont montré ces maladresses un peu sur ces outils-là. Mais en revanche, moi j'ai connu un moment de félicité où des agents, des professeurs et des parents fléchaient un peu les choses dans l'établissement, et d'un seul coup ça devient tout à fait rassurant. Alors qu'en gros c'est quelque chose qui s'est fait de manière quasi en une demi-heure, en disant on est disponible, est-ce qu'on peut venir, ça, quitte à voir les choses, autant vous aider à les mettre en place. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel on pourra certainement rebondir. Et ce sentiment aussi que l'école et que les parents ont besoin de revenir même dans un lycée, alors que c'est généralement l'un des lieux un peu éloignés des parents, revenir dans le lycée pour retrouver cet invariant qui est cette nécessité d'éduquer la génération suivante. Et je trouve que ça a été des belles choses. Après, comment on va pouvoir les réinventer tout en restant dans nos habitudes, hein. On refait des conseils d'administration, on refait tout ça, même si c'est absolument nécessaire. Est-ce qu'on arrivera à changer tout à fait une forme plus participative? Bon, c'est l'un des enjeux majeurs, je pense clairement. Et là aussi, moi, j'ai vu beaucoup de parents, voire même des professeurs dire, quand ça s'est mis en place, c'est des parents, c'est des élèves qui m'ont expliqué, qui ont mis ça en place, qui m'ont aidé, qui ont favorisé les distributions. Enfin, je pense qu'il y a eu à ce niveau-là un certain nombre de points. Monsieur Lubart, est-ce que vous vouliez réagir sur cette question-là? Oui. Monsieur Lubart, votre micro est coupé. Ça y est. C'est bon. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Là, c'est bon, monsieur Lubart. Alors oui, la crise a bougé les lignes de partage social à l'école. Et donc, ça a ouvert un espace ambigu où certains parents, certains élèves, certains enseignants ont engagé des comportements, on va dire, inhabituels, et ils ont tenté de voir ce que ça donne. Donc, les parents, par exemple, n'ont pas habituellement un accès à des informations du ministère en temps réel, comme un établissement reçoit des informations. Et donc, ils n'ont pas cette possibilité de réagir en disant « et moi, et mon enfant, et qu'est-ce que j'ai comme droit et tout », parce qu'ils ne reçoivent pas le circulaire du ministère tous les 2 minutes, comme dans la crise. Donc, en fait, comme il y a ambiguïté, comme il y a ouverture, certaines personnes vont saisir de ça. Ils vont interagir, ils vont se comporter. Et c'est l'établissement, c'est les enseignants, par exemple, qui doivent redéfinir le cadre. Le cadre, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout et n'importe quoi qui arrive. Par exemple, est-ce que c'est normal que des enfants ou des parents envoient à toute heure de la nuit des mails à les enseignants? Et quand l'enseignant se lève à 7 heures du matin, il y a 50 mails d'élèves qui est arrivé. Est-ce que ça, c'est hors cadre? Est-ce qu'il faut inventer quelques règles de gestion d'école à distance? Et est-ce que des parents, par exemple, on collecte leurs questions, mais on n'a pas besoin de répondre individuellement à chaque parent. On fait une sorte de réponse collective. Cette semaine, on a eu des questions sur ça et ça et ça. Et donc, l'établissement vous dit, voici la réponse collective pour tout le monde. Donc, il faut adopter, modifier la manière relationnelle à gérer ces différents publics, je pense. Tout à fait d'accord. Et dans la perspective de la place des parents, ce qui est très étonnant, et il me semble qu'on n'a pas eu le temps d'y réfléchir encore pour le moment dans les établissements, c'est que les parents ont assisté aux cours.
Moi, j'ai eu plusieurs retours de parents qui étaient derrière la caméra et qui travaillaient à côté. M'ont dit, ça m'a fait plaisir, j'y suis revenu, à tel point que nous, on est presque en train de réfléchir à peut-être, dans le cadre de moments un peu particuliers, faire une journée portes ouvertes pour les parents où ça serait caméra ouverte et ils pourraient assister au cours de leurs enfants, parce qu'on voit bien, et ça s'est fait quand même très très souvent de manière très positive d'ailleurs, hein, parce que moi j'entends et en termes de valorisation, il y a quand même une perception globale d'une dynamique. J'ai reçu plus pas mal de retours de famille, ça c'est clair. Moi, je rejoins aussi, et ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est produit et sur lesquels il faut qu'on rebondisse, mais c'est compliqué, avec quels outils et avec quels exclus de la fracture numérique. Là, je vois, nous, on est en train de réfléchir un peu avec Emmaüs Connect sur cette question-là de ceux qui ont été exclus en termes de connexion. Je pense qu'il y a une vraie difficulté autour de ça. C'est la dynamique collective et comment les parents se répondaient eux-mêmes, ou comment autour de foires aux questions, comment autour de réseaux WhatsApp ou autre, on voit bien qu'il y a des dynamiques un peu étonnantes qui sont posées. Et moi, je retiens vraiment cette logique peut-être du temps et de se dire ce qu'on a fait en période de crise, c'est-à-dire on va communiquer vendredi à 10h et on répondra à vos questions. Ce qu'on fait là aussi, à la limite, et on le voit bien même dans nos webinaires, le plus ça va, le plus il y a de questions préalables avant. Être un peu dans cette même dynamique et de garder le temps, c'est un moyen de se rassurer dans l'univers incertain et au niveau de scénario incertain. C'est-à-dire on va jusque-là et puis à ce moment-là, on fera un retour d'expérience et on avancera. Je pense que c'est des choses importantes. Et même au niveau de nos équipes, là, sur le déconfinement, moi, j'ai le sentiment que c'est ce qui s'est passé dans pas mal d'établissements où, de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus régulière que d'habitude, on a interrogé les professeurs et ils se sont sentis autorisés, mais pas dans une dynamique de y a qu'à Faucon, mais dans une dynamique on pourrait essayer ça, on pourrait faire ça, ce serait peut-être pas mal, enfin, de propositions. Alors, à plus petite échelle, un peu comme si le déconfinement était un moment d'expérimentation de la remontée en puissance. Et je trouve que ça a certainement des choses sur lesquelles il faudra qu'on s'appuie par la suite. Voilà. Peut-être s'il nous reste là un dernier quart d'heure, est-ce qu'on pourrait peut-être s'interroger un peu plus là sur le sens du travail de l'enseignant demain, essayer, même si ça me paraît, c'est toujours un peu difficile, on va tomber dans la science-fiction peut-être, mais en quoi on peut imaginer, on faisait le lien entre la relation à l'élève qui était différent, le fait d'être rentré dans son intimité, l'élève qui est rentré dans l'intimité du professeur, cette relation aussi différente avec les parents, cette relation différente, en quoi on pourrait imaginer que le sens du travail et que le métier d'enseignant peut évoluer dans les 5 à 10 ans. Carrément. Oui. Allez-y. Moi, je pense que l'enseignant peut être de plus en plus dans la posture d'accompagnement de coach et que des élèves doivent davantage prendre en main leur activité d'apprentissage et que l'enseignant a un rapport différent plutôt que être là pour donner son cours devant tout le monde. Il y aura davantage de moments en petits groupes et que le système d'enseignement sera éventuellement hybride, naturellement. Hybride entre école et maison. Donc, ça sera une nouvelle génération d'expérience lycée, collège. Oui, je pense que il y a eu beaucoup d'apprentissage autour de l'attention aux besoins de différents élèves et donc aussi de la classe inversée. Et ce prof accompagnateur, guide, répondant aux questions, c'est le modèle hein, de la classe inversée, ce qui implique aussi de regarder avec les profs ce qu'ils ont appris sur la façon de concevoir leur cours pour une classe inversée, parce qu'on ne fait pas son cours de la même façon, même si on le fait sur un support numérique. On ne fait pas son cours de la même façon selon qu'on va le dire ou le donner à travailler aux élèves. Et donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait d'assumer, pour répondre à Jean-François
sur est-ce qu'il y a un risque d'une école à 2 vitesses quand il y a une hybridation. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose de très intéressant sur la personnalisation des apprentissages et sur le fait de vraiment s'assurer que chaque jeune a compris, est capable de s'approprier les connaissances et vient poser et apprend aussi à poser des questions à son prof, et le prof apprend à susciter les questions. Et c'est très intéressant quand on débriefe avec les élèves, de leur demander comment ils ont vécu la période. Vous avez des élèves qui ont grandi vraiment très fortement en maturité sur leur façon d'apprendre. Alors c'est une des faiblesses qu'on a à l'école aujourd'hui, c'est que les enfants n'ont pas assez de réflexivité sur leur façon d'apprendre. Alors il y a plein d'expériences aujourd'hui pour essayer de les faire progresser, mais moi je crois que cette expérience où ils ont été forcés d'être chez eux, c'est vraiment une occasion en or de généraliser cette personnalisation des apprentissages et ce rôle d'accompagnateur du prof. C'est ce qu'on attend, c'est les compétences du 21e siècle, hein, c'est ce qu'on attend, c'est cette capacité à avoir de la réflexivité et à pouvoir continuer à apprendre tout au long de sa vie. Et là, on a vu ça. Moi, j'ai entendu plein de témoignages d'élèves disant « j'ai appris que je pouvais travailler tout seul ». Au début, c'était vraiment difficile, je ne comprenais pas comment faire, et je vois que j'ai progressé. C'est-à-dire que chacun a vécu une expérience, côté prof et côté élève, sur laquelle il faut absolument capitaliser, parce que ça fait des années qu'on tourne autour de ça. Je veux dire, si vous faites un cours dans une classe, pour peu que vous soyez un peu moins français que la moyenne des Français, comme prof, vous vous rendez compte que le cours, il n'est pas reçu de la même façon. Et c'est pas... Moi, j'étais très frappée quand je travaillais avec des collègues anglo-saxons, peut-être Todd dira la même chose, de voir que l'anglo-saxon qui vient assister à un cours, il voit tout de suite que le prof français, du moment qu'il y a un élève qui a répondu à la question, il considère qu'il peut passer à la suite. Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui a compris. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a compris qu'ils ont tous compris. Et donc, il faut aussi être capable de s'adapter à l'ensemble des élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible par les outils numériques. Et donc, l'hybridation, moi, je crois qu'à partir du moment où on a résolu les problèmes de connectivité, hein, et où tous les élèves ont vraiment un vrai accès aux outils qu'on leur donne et qu'on leur met à disposition. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des familles dans lesquelles l'élève n'a ni ordinateur, ni place pour se mettre, ni régulation par les parents pour se mettre au travail. Donc là c'est compliqué. Hein. Mais à partir du moment où on est capable de travailler cette question-là et on équipe, d'abord on met la fibre partout et on équipe tous les élèves, il y a un travail extraordinaire qui peut être fait de remise en confiance des élèves et de progression individualisée. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment en profiter. Je vous remercie d'être d'accord avec moi, Monsieur Baguet. Allez-y. Je rejoins toutes ces idées tout à fait, et je pense que justement avec une école hybride, avec du temps sur site et du temps à la maison, et le prof en mode manager de la classe d'élèves, en quelque sorte, afin que chaque élève progresse selon son rythme, c'est une nouvelle posture, c'est une stratégie à renforcer, et que avec les compétences 21e siècle, ça peut très bien aller ensemble, parce que en compétences 21e siècle, on a la pensée critique, la communication, la collaboration, la créativité. Et donc ça, il y a une ouverture grâce à ce mouvement des plaques tectoniques de l'école avec la crise, de basculer dans un autre mode de scolarité. Ouais. Je pensais, par exemple, à ce que faisait un groupe de professeurs dans un des lycées de l'académie de Dijon avec des tablettes. Donc là, c'était pas à distance, hein, c'était en classe, mais c'était une classe tablette qui était une expérimentation qu'avaient montée des profs pour pouvoir intégrer des élèves 10.
Ce que me racontaient les profs, c'était que ce qu'il y a d'intéressant dans les tablettes, c'est qu'ils peuvent aller voir les brouillons des élèves. Et donc, ils peuvent rentrer dans les modes de travail des élèves. Donc là, on est sur de la personnalisation qui est pas de la classe inversée, mais qui est essayer d'accompagner l'élève pour lui faire comprendre comment il travaille et l'aider à progresser là où il est en train de travailler. C'est ça que ça permet, l'outil numérique. C'est vraiment de rentrer dans les modalités de travail. Je pense vraiment que l'hybridation, ça ne doit pas être... je ne sais pas, par exemple, si on imagine un emploi du temps où on fait une semaine sur 2 à l'école pour avoir des classes divisées par 2 s'il y a un problème de distanciation. Il y a un moment où on était dans une espèce de folie où on disait qu'il fallait que les profs fassent à la fois cours aux élèves la journée et puis le soir répondent à ceux qui étaient restés à la maison. Il y a eu un moment qui était un peu bizarre où il y a des embouteillages comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de réinterroger c'est quoi le travail de l'élève et de responsabiliser les élèves sur leurs apprentissages et c'est quoi le rôle du prof. Et le rôle du prof, c'est d'encadrer le travail de l'élève dans le sens où il l'a préparé, où il lui donne. C'est vraiment pas facile. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des classes inversées, mais le boulot qu'il y a à faire pour donner le travail, pour faire la théorie à la maison, c'est pas facile. Hein, parce que il faut vraiment réfléchir à ce que les élèves aient tout ce qu'il leur faut. Mais derrière, on a vraiment quelque chose de passionnant. Et là, vous parlez de devoir fait, monsieur Roger, mais devoir fait quand c'est les profs eux-mêmes qui le font et pas les AED, ça leur permet d'avoir une bonne notion de ce qui est compris et pas compris. Hein. Et parfois, ça permet de découvrir que les exercices du manuel de mathématiques sont faux. Ceux qu'on a donné à faire sans les avoir testés vraiment. Moi, j'ai eu aussi quelques petites surprises avec ça. Hein. Et donc, il y a quelque chose de... C'est peut-être le service après-vente du cours quoi, qui est remis en question. C'est-à-dire, dans notre système complètement figé sur le prof et sur son estrade et il fait un cours aux élèves, on n'est pas du tout certain qu'on peut mesurer l'impact aux notes des élèves. Les notes, on sait bien que c'est un système tout à fait subjectif. Je ne comprends pas ce que ça veut dire le problème des alternances, des services partagés entre établissements. Si vous pouvez expliquer, Madame Arquet. En tout cas, je vois dans les remarques ou des questions, commentaires, je vois un certain nombre d'idées, des propositions intéressantes. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que, par exemple, dans différents établissements, au sein des établissements, entre des établissements, qu'il y a une sorte de système de partage de ces idées afin que chaque enseignant ou chaque établissement peut en quelque sorte retenir certains de ces essais et erreurs et repenser comment faire à la rentrée, à la limite. Donc, et ça sera dommage, en quelque sorte, de rater l'occasion que des élèves reviennent un petit peu avant des vacances, que des profs sont là avant des vacances, de ne pas capter toutes ces idées qui circulent. Parce que à la rentrée, on va peut-être avoir oublié ces idées. Et donc, c'est en fait un moment propice d'en profiter de ces idées. Il y a cette énorme opération là qui se met en place des états généraux du numérique éducatif qui commence par un travail dans chaque département. Et c'est aussi une occasion là d'échanger, de construire, de partager, y compris avec des équipes d'autres établissements. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place où il va y avoir des questionnaires qui vont arriver là maintenant, et ça va se mettre en place de façon à faire un
index national au mois de novembre sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, à la fois dans chaque établissement, dans chaque classe, et puis aussi au niveau national, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés sur les systèmes numériques mis à disposition par le ministère. Et donc, il va y avoir un travail institutionnel très important fait là-dessus, auquel vous allez être invité aussi à participer si ça n'est pas déjà fait dans vos académies. Ok, je vois ce que vous dites, Madame Marquet, sur s'il y a cours une semaine sur deux, c'est difficile de faire venir les élèves en alternance, etc. Je pense que là, pour le coup, il faut repenser complètement l'emploi du temps et les modalités. Et là, il faut faire de la créativité collective en se disant, bon, si on est dans un scénario où on ne peut pas avoir tous les élèves dans une classe en même temps, qu'est-ce qu'on imagine comme solution? Et il faut trouver des idées qui correspondent à ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire ça correspond à est-ce que vous avez un système de S2C ou pas, est-ce que vous avez des locaux suffisamment grands, est-ce que vous avez une envie des élèves et une participation des élèves, et inventer un emploi du temps qui permet d'avoir une vraie hybridation et une vraie personnalisation qui ne soit pas empêchée par des contraintes. Alors après, oui, bien sûr, sur les petits établissements et dans certaines matières, vous avez des profs qui sont en service partagé, c'est sûr, mais je ne sais pas si je suis encore connectée. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Parce que je ne vois plus mon image. D'un seul coup, on ne voit que vous, monsieur. Moi, je vous vois là, oui. Ok. Et donc, il y a des choses à inventer. Et là, il faut profiter de la créativité collective et vraiment inventer. J'ai réussi à revenir. Inventer des je ne choses. sais pas si Bravo. vous entendez aussi. Alors, est-ce que Madame Oubayi est avec nous? Moi, je ne la vois plus. Oui, elle est là. Oui, oui. Je suis là, j'étais en train de parler, j'ai disparu, mais il paraît qu'on m'entendait encore. Voilà. Et alors, pour vous répondre sur la grille horaire trop découpée. Peut-être que Guénolé, alors excusez-moi, hein, j'ai voilà, ce souci, j'ai l'impression que ça a sauté. Je vois que le chat continue. Vous nous entendez pas en fait? Moi, j'entends tout le monde. Oui, mais c'est lui qui ne nous entend pas. Moi, j'en entends personne. Ouais. Non, mais vous avez raison, la difficulté actuelle, c'est le temps de concertation. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut faire à la mesure de ce qu'on a. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, il va y avoir les vacances, on est tous très fatigués, mais je pense qu'on peut poser 2-3 trucs et qu'on peut aussi se donner rendez-vous pour la pré-rentrée, pour retravailler les choses. Et déjà mettre en place les conditions d'un échange. Je suis d'accord avec celui qui a dit tout à l'heure qu'il fallait 2 journées pédagogiques pour faire le point. Il y a des collèges où ils ont décidé carrément une semaine de pédagogie et où ils ferment plus tôt. Je ne suis pas sûre qu'ils aient totalement le droit, entre guillemets, par rapport à la demande de scolariser jusqu'au 4 juillet, mais je pense qu'il faut faire autant qu'on peut maintenant et se donner rendez-vous à la rentrée en ayant réfléchi. Et il faut probablement prendre en compte 2 éléments, et je m'arrêterai là. C'est le fait que tout le monde est fatigué, et donc il ne faut pas non plus pousser trop loin la réflexion aujourd'hui où les gens ne sont pas forcément en état de penser l'avenir. Et le fait aussi que vous, les cadres, vous êtes très fatigués. Je veux dire, on sait le mouvement du SNPDEN pour jeudi, c'est demain d'ailleurs. Et quand on est très fatigué, on ne peut pas non plus porter un dispositif de créativité. Donc il faut savoir renoncer si on n'est pas en forme et savoir le dire et savoir aussi travailler son propre bien-être au travail. C'est une des grandes leçons de Christophe Marcelier qui quand il parle de bien-être, dit qu'il faut aussi penser à son propre bien-être. Et donc par rapport à ça, il faut sentir si on est capable de travailler là-dessus maintenant ou si on clôt l'année du mieux possible, à la fois pour les élèves et pour l'équipe, et puis qu'on se donne rendez-vous à la rentrée pour en reparler. Il y a peut-être cette mesure-là à prendre pour ne pas faire n'importe quoi dans la précipitation et sentir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire.
D'autant plus comme vous le disiez tout à l'heure, on n'a pas toutes les données et je pense que rassurer autour du fait qu'il faudra reprendre, faire le point et se poser autour de scénarios certainement là aussi à la rentrée, mais où on aura pris du recul et où on aura rechargé un petit peu les batteries. Moi, j'hésite pas aussi à faire passer le discours parce que même si on sent qu'il y a une volonté de s'emparer de vacances apprenantes, sur le fait que l'année prochaine va être en partie longue, un petit peu, ne serait-ce que pour raccorder les choses, finir un certain nombre de réformes, et que dans ces cas-là, il est urgent d'attendre. Je trouve que c'est une phrase qui nous a beaucoup guidés là pendant cette période, mais que voilà, on peut se fixer des objectifs à court terme, ne serait-ce qu'autour de convivialité. Je pense que c'est important, mais pas obligatoirement chercher à tout remaîtriser par définition. Monsieur Tobart, peut-être quelques mots de conclusion et excusez-moi encore pour ces problèmes informatiques. Oui, moi j'aimerais juste revenir sur l'idée que tous ces moments difficiles ont donné lieu à des expérimentations. Certaines ont marché, d'autres pas, d'autres à moitié. Et si ça peut pousser un peu vers une nouvelle style d'école qui est plus hybride, où les élèves sont plus acteurs de leur scolarité, il faut favoriser cette lancée. Et donc, je pense que bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de complications à cause de la crise, c'est une opportunité quand même d'amorcer une nouvelle direction par rapport à certains vecteurs de l'école. Merci beaucoup. Moi, merci. Je voulais juste rajouter un mot qui me semble important vis-à-vis des parents. Ce qu'on sent arriver, c'est la prise de conscience par les parents pendant l'été et à la rentrée des risques très forts de décrochage de leur enfant. Je crois que ce n'est pas encore là aujourd'hui parce qu'on est encore tous sous le choc. Mais donc, je pense qu'il faut penser à avoir un mot vis-à-vis des parents pour leur dire « Ne vous inquiétez pas, on sait que votre enfant a perdu du temps et on sera là à la rentrée, on prendra ça en compte. » Je pense qu'il faut annoncer ça aux familles parce que sinon, on va avoir une montée d'angoisse qui va empêcher aussi aux vacances de bien se passer et qui va encore plus stresser. Tout à fait. Donc, en résumé, et on va essayer de tenir un peu les délais. À la fois le symbolique, c'est très bien. Le webinaire a continué sans l'accompagnement de Manageduc, donc ça c'est parfait comme image, voilà, de ce qui se peut se passer dans les établissements. D'une part, d'autre part sur le fait, je crois effectivement merci beaucoup à tous les deux, merci pour vos propos rassurants, et je crois qu'effectivement il faut l'évoquer. Moi parfois je fais la référence aussi à 1968 qui avait été une année très compliquée et tous ceux qui l'ont subi n'ont pas particulièrement des carrières plus déplorables que les autres, voilà, et que donc voilà, il y a quand même une capacité à évoluer très très forte, et que dans le même temps, je pense qu'on va évoluer aussi avec une certaine lenteur, et qu'à l'échelle de l'histoire, ce qu'on aura vécu n'aura pas été obligatoirement effectivement un rupture, mais peut-être un point de convergence d'un certain nombre d'évolutions, et que tout ça va se faire tranquillement. Je crois qu'il faut aussi ne pas mettre trop de pression autour d'une résilience qui conduirait tout le monde à penser qu'ils ne savent plus faire, alors que je pense que l'acte d'apprendre, que ce soit de l'enseignant ou de l'élève, reste à peu près le même, voilà, avec des contextes bien sûr différents. Encore grand merci à tous les deux, merci à tous. Je vous souhaite très très sincèrement de bonnes vacances, parce que pour ma part, je crois que c'est moi le dernier que j'animerai d'ici les vacances. Je crois qu'il y a encore 1 ou 2 webinaires, et puis après on se retrouvera en août. Et puis je vous rappelle que Manageduc continue, et je vais me permettre de manière un peu exceptionnelle, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez vous abonner, parce que derrière Manageduc, il y a bien sûr une association, pas à but lucratif, mais il y a quand même un certain nombre de coûts de production, même si un certain nombre d'entre nous, on est bien sûr bénévoles parce qu'on se croit dans ce beau projet, et que s'abonner, c'est un peu une façon de faire vivre Manageduc, et on essaiera bien sûr d'ici le mois de juillet et puis à la rentrée, je crois à partir
partir du 26 août, je crois de mémoire, d'essayer de vous reproposer ces temps d'échange avec des experts. Et encore merci à tous les deux de votre patience, votre expertise et de tout ce qu'on pourra retirer de tout ça. Et je crois que comme d'habitude, il y aura une petite synthèse aussi écrite qui pourra accompagner le film. Voilà. Et bonnes vacances à tous les deux aussi, parce que j'imagine, voilà, que la période a dû être d'autant plus intensive pour vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Alors, je vous laisse tranquillement vous dire au revoir et vous déconnecter. Au revoir. Au revoir. Allez, je vais donc fermer ce beau moment encore une fois et à bientôt. Portez-vous bien.